Vous écoutez Arte Radio. On ne mesure pas l'importance de la joie comme moteur, comme lieu où on va puiser sa force. D'être avec les copines, les sœurs et de faire corps, d'avoir cette émulation, de discuter, de dire « Ok, comment on va faire ? Comment est-ce qu'on va y arriver ? Quelle est la meilleure méthode ? Mais toi, tu t'en sors mieux de cette façon-là. Toi, tu sais faire ça. Toi, tu sais parler. Toi, tu es plus diplomate. » Enfin, de trouver en chacune d'entre nous des ressorts qui permettent d'avancer, quoi. Même quand on est dans un désaccord ou quand ça se tend un petit peu, il y a quelque chose de jouissif à avoir aussi comme ça les neurones en ébullition sur des questions qui nous touchent. Certes, c'est du travail, c'est du temps, c'est parfois pas simple, mais il y a comme ça quelque part quand même derrière la brume et tout, il y a toujours un endroit, on sait où on va, vers plus de justice. C'est vers ça qu'on tend. Quelque chose où on arrive enfin à ce que chacun, chacune se sente bien là où il est, respecté dans ses droits, etc. Alors c'est peut-être un peu chaotique, c'est sinueux, mais ça fait partie du chemin. C'est peut-être ça la source de la joie. Elle n'est pas évidente d'emblée. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 55, Nos joies féministes. Dans les moments difficiles, lorsque je suis fatiguée de me battre, découragée devant l'actualité, lorsqu'on me fait douter, que les injonctions et le poids des normes me rattrapent, lorsque le chemin me semble trop escarpé et que l'anxiété me gagne, je tente de fermer les yeux et de me souvenir. Voix grave ici, voix principale ici, voix aiguë ici. De l'odeur de peinture et des mots cinglants écrits à la hâte aux aurores près d'une plage. De nos visages graves partageant nos peines par une soirée d'automne réconfortante. D'une lecture qui change tout. Des couleurs chatoyantes et des cris en manif. Des chansons entonnées dans les grandes villes ou en forêt. De nos marches dans le vent où tout s'éclaire quand nous parlons des heures toutes les deux. De l'évidence d'être ensemble. Des bras qui entourent à la sortie d'un commissariat, d'un texte écrit à plusieurs mains, des batailles gagnées et même de celles perdues, de toutes les voix que j'ai enregistrées, des rires en haut de la colline et du jour où j'ai compris que j'aimais les femmes. Tous ces moments de joie aux multiples facettes, irrigués par les pensées et les actions féministes qui me permettent de me rappeler qui je suis. Les femmes qui s'aiment sortent de la nuit et de l'oubli et par centaines, elles me marchent aujourd'hui. Alors que nos ennemis résistent, se propagent et prennent de nouveaux visages, alors que nous entendons encore si souvent que nous serions trop en colère, aigris, tristes et rabat-joie, j'ai eu envie pour cet épisode de faire entendre des histoires de joie féministes. Sans nier les difficultés et les obstacles, s'interroger sur ce qu'elles racontent et ce qu'elles permettent, comment les luttes féministes nous affectent et quel potentiel cela représente. C'est quoi votre souvenir de joie ? On était à un concert, on était étudiante donc à Toulouse avec une bande de copines féministes. On vivait ensemble, on militait ensemble et on faisait la fête ensemble. Et ce soir-là, il y a un mec un peu relou qui tournait autour de certaines d'entre nous. Et on avait déjà dit dégage. Je me souviens qu'il avait mis une main au cul à une des copines, quoi. Et on a commencé à se liguer contre lui. Je me souviens qu'on avait chacune un peu nos petits rôles. T'avais certaines qui étaient directes, à le provoquer, à le pousser. Et moi, je me souviens que j'étais pas très très courageuse, mais que j'étais à fond dans la rage et que je lui mettais des petits coups de pied. Comme je suis un peu petite, il voyait pas trop d'où ça venait, il se retournait. C'est ça qui était joyeux, c'est que c'était vraiment dans la réaction et dans le club des malfaitrices qui vont commettre un truc organisé, quoi. Mais sans que ce soit prémédité.
Et lui, il est tombé, il s'est relevé, il s'est barré. Enfin voilà, il n'y a pas eu de conséquences dramatiques. Et on a continué à passer une bonne soirée, à bien ricaner. Et après, on s'est raconté cette histoire plein de fois, en rigolant, quoi. À cette époque aussi, dans la coloc, on avait un personnage qui était un vibromasseur atroce, turgescent, argenté un peu, d'une couleur vraiment dégueulasse. Et il avait un prénom, il s'appelait John John. Il trônait dans notre corbeille à fruits, dans la cuisine. Et parfois, on l'emmenait avec nous en soirée. On lui mettait une petite laisse et on le traînait derrière nous. On avait ce truc de sortir, de scandaliser un peu, quoi, et de prendre le pouvoir dans la rue. On occupe l'espace et faut pas nous faire chier, quoi. Dans mes souvenirs de joie, il y a surtout beaucoup d'amitié et de confiance. J'arrive pas à être joyeuse dans mon féminisme toute seule. Le rire, c'est fort, c'est libérateur, c'est doux, c'est chaud. Ça provoque du désir aussi. C'est hyper lié, la joie, la jouissance. Pour moi, c'est une nécessité, quoi, absolue. Mon premier sentiment d'exaltation, on va dire, c'était ma première Pride, en tout cas la première dans laquelle je m'investissais. C'est sans doute lié au fait que j'ai eu un coup de foudre pour la présidente de l'organisation qui faisait du rabattage pour faire un atelier pancarte. Je l'ai vue là, du haut de ses 1m35. Et m'a tapé dans l'œil. Je me rappelle cette première Pride, cette énergie. Je me sentais à la fois amoureuse et fière. Il m'a fallu quand même un long chemin, un long parcours pour renverser la culpabilité, la honte d'être lesbienne. Et c'est pas rien de rentrer dans une communauté. J'avais besoin pour m'affirmer, quoi. Je pense que c'est la prise de conscience que j'avais trouvé ma place. Je crois que les moments comme ça de joie extrême, militante, féministe ou queer, c'est des manifs de nuit en mixité choisie. Ce truc de faire vibrer les murs de la ville, d'être ensemble, de se prendre dans les bras, de chanter, de danser. Le fait qu'il y ait des meufs qui sont en train de taguer par terre et de hurler, quoi, enfin de gueuler, de prendre la rue, vraiment. Ça fait un peu comme une vague, en fait, de puissance et de bonheur. Dans une joie, dans une vraie joie. Ça transporte, quoi. J'ai l'impression d'être beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, que t'es plein et qu'il peut rien t'arriver, quoi. Ces moments-là où tu te dis, je comprends que les révolutions commencent dans les rues. Et en même temps de revendiquer, d'avoir des slogans très forts politiquement. Et moi, vraiment, c'est l'alliance des deux qui m'ont transportée, quoi. Je pense qu'il y a 2 collages en particulier qui me viennent en tête. Le premier, c'est le collage sur la pyramide du Louvre. Il y avait quelque chose d'assez fou. Enfin, je veux dire, c'est la pyramide du Louvre, quoi. Donc, on s'est fait tirer au bout de 5 minutes 30. Il y avait des vigiles qui nous arrivaient dessus pour nous arracher les lettres. Ils nous étaient tombés par terre. Mais nous, on était tellement contents, quoi. Je me souviens qu'on est reparti après. Enfin, on s'est un peu disséminés dans le parc juste à côté, en courant. Enfin, chaque fois, on finissait les actions en courant. On partait comme si on avait mis nos vies en jeu, quoi. Et il y avait une joie immense à cet endroit-là. Le deuxième souvenir auquel je pense, c'était le collage que j'ai fait sur mon histoire, quoi, avec mon père. Il faisait, il me semble, 7 mètres sur 3. Enfin, on avait dû prendre une énorme échelle pour le poser. On s'est très peu parlé ce soir-là, je me souviens. C'était silencieux mais doux. Très régulièrement, on faisait une petite pause et les personnes venaient me faire un câlin. Enfin, j'étais comme dans une espèce de bulle et d'amour. J'ai ressenti beaucoup de soin. C'est un autre type de joie. Jean-Pierre frappait Valérie. Doigt tordu, menacé de mort, insulté, traîné par les cheveux. Plainte refusée par la police. La justice ne l'a jamais puni. Mais moi, je n'oublierai pas. 15 ans après, papa nie sa violence.
Alors je la crie sur les murs, car maman a failli mourir. Au moment où on pose la dernière lettre, j'entends des applaudissements partout dans la rue. Et du coup, je me retourne et il y avait des immeubles derrière avec des gens aux fenêtres. Et ça m'a fait quelque chose, quoi. Parce que moi, j'ai passé mon enfance dans un environnement où on n'était pas cru, où les flics nous envoyaient chier en permanence, où on vivait ces violences-là dans le secret le plus total, où mon père s'en est très bien sorti après. Enfin, je veux dire, il n'a jamais eu de problème par rapport aux violences commises. Et du coup, de là, le mettre dans l'espace public, que des personnes le voient, qu'on puisse pas échapper au message parce qu'il est trop grand, c'était hyper fort. Je parle d'un endroit que je ne connais pas. Je parle d'une colère que je ne maîtrise pas. Je parle d'une place où l'on ne m'entend pas. Je parle d'une langue que je ne comprends pas. Je parle d'un corps que je n'habite pas. Je parle d'un désir que je ne borde pas. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai refermé L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. J'étais dans un train entre Strasbourg et Lille. Je me suis dit, c'est comme cela que je veux mener ma vie. Comme l'héroïne, suivre mes désirs, mes élans, intimes et politiques. Je devais avoir une 20aine d'années et depuis, ce livre m'accompagne partout. Je ne l'ai relu que récemment, surprise de constater que j'avais oublié à quel point ce récit était empreint de violence. Il racontait déjà tout ce que j'ai découvert depuis que je suis féministe. La culture du viol, la remise en cause de la famille traditionnelle, le combat qu'il faut mener pour affirmer ses désirs et vivre chaque instant intensément. Mon regard féministe y a vu cette fois-ci toute la portée politique qui m'avait certainement nourrie, sans que je m'en aperçoive. Une petite pierre qui a façonné mon chemin, sur lequel est venue s'ajouter de multiples rencontres et mises en action. Car pour les historiennes Fanny Gallo et Ludivine Pantini, la joie féministe s'exprime avant tout par le fait de reprendre possession de soi à travers le collectif. C'est aussi la subversion qui produit de la joie, enfin, dans l'idée d'être dans la capacité d'agir, l'idée de subvertir des normes collectivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé sortir la nuit quand on est une femme parce que c'est dangereux. On a été élevé là-dedans, etc. Et donc, effectivement, coller la nuit entre femmes et ou minorisées de genre, ça produit de la joie, en fait, puisqu'il y a ce phénomène aussi de transgression par rapport à tout un tas de normes établies. Je crois qu'il y a vraiment cet enjeu-là. C'est aussi la transgression de nos propres peurs. Ça crée une puissance qui nous augmente, en fait. On entre aussi dans l'engagement par les affects, par la question de la justice, par la question de la dignité, de la nécessaire affection qu'on a par rapport à ceux qui nous arrivent, ceux qui nous étreignent, ceux qui nous écrasent, ceux qui nous oppriment, etc. Et donc, les féministes ont longtemps, bien sûr, dans leur diversité, dans leur pluralité, mais elles ont de longue date pensé à cette manière de rompre avec l'opposition supposée raison-émotion. Cette dichotomie qui est très occidentale, qui est très liée aussi au Nord, ce qu'on appelle aujourd'hui le Nord global, dire que la sensibilité est une forme d'intelligence politique. Les émotions, et en particulier la joie, c'est une forme d'intelligence des situations. Et le fait de comprendre avec tous ses sens. Les féministes ont aussi très vite compris que des pouvoirs avaient aussi toute raison stratégique d'assimiler, par exemple, les révoltes populaires à des émotions. Et d'ailleurs, émotion, émeute, c'est la même racine. Et donc, récupérer l'étymologie d'émotion, émouvoir, c'est vraiment se mettre en mouvement. Moi, je trouve que les féministes, elles font beaucoup d'expériences sensibles et elles partent justement aussi souvent de leur quotidien. Dans la joie féministe, il y a aussi tout ce qui relève peut-être davantage de l'intime et de l'impression de déconstruire, de comprendre des choses qu'on n'avait pas en fait envisagées jusqu'à présent de façon collective. Un des paradoxes de la joie est qu'elle ne peut pas être entièrement décrite. Elle est toujours incarnée différemment, à mesure que des luttes différentes ouvrent l'espace permettant que les gens changent et soient changés. En fait, s'en saisir,
La définir totalement, prétendre la représenter reviendrait à la transformer en image morte, séparée de ses manifestations vivantes. La seule façon de participer à une transformation joyeuse est de s'y plonger. Joie militante, Carla Bergman et Nick Montgomery. Au fil des années, je ne cesse d'être touchée en découvrant les chemins parcourus par celles et ceux que j'ai rencontrés pour ce podcast. Je suis restée en contact avec plusieurs d'entre elles. Quelques-unes sont devenues des amies. Pour cet épisode, j'ai eu envie d'en retrouver certaines, comme Nina et Yelena. Dans l'épisode sur la révolution du plaisir, elles partageaient leurs réflexions et travaux autour de la sexualité des femmes. Elles étaient alors plongées dans l'écriture collective du livre « Notre corps nous-mêmes », manuel de santé féministe, forgé à partir de très nombreux témoignages autour des règles, de l'accouchement, de la sexualité, de la ménopause, des choix de vie, du travail. Réactualisation d'un manuel des années 70, Notre corps nous-mêmes est sorti en 2020, après de longues années de travail. Les souvenirs de joie de Nina et Yelena y sont rattachés. Ça me fait plutôt penser à la soirée de sortie. Je revois la fin de la présentation, où c'est une des co-autrices qui a pris la parole, qui a résumé en une ou deux phrases une célébration sur la force des femmes qu'elle avait découvert à travers ce livre. Et elle a réussi à faire pleurer les 3/4 de la salle par ces mots. Et en fait, il y avait une émotion partagée qui va au-delà de... Je sais pas, moi, je me souviens, je suis très scolaire, alors j'avais préparé ce que j'avais à dire, bien écrit sur un petit bout de papier. Et donc, pendant un peu toute la durée de la présentation, tu es très concentré sur... le moment où tu vas parler, dire ce que tu as prévu de dire, faire en sorte d'avoir rien oublié à ce que tu dois dire, les choses très intelligentes, les mots justes, etc. Et en fait, à la fin, tu te fais cueillir comme ça par un instant qui traverse tout le monde, en fait, d'un ressenti que tu peux pas qualifier par un mot, mais qui nage là au milieu de tout cet espace, quoi, et qui est super puissant. Ça donne presque envie de faire une espèce de petite compilation de ces moments-là, pouvoir les ressortir... en cas de coup de mou, et parce qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression que la joie, elle se réinvoque moins facilement que les angoisses, et qu'il faut parfois une petite aide dans des moments où du coup tu aurais besoin d'avoir ta petite boîte à souvenirs de joie. Et... Parce que là, avec la joie, il y avait la question de la fierté aussi, qui est un truc que moi je ressens pas super souvent. J'ai l'impression que la joie, elle entre par effraction dans ces projets. Le moment où ça vient exister, où ça vient faire voler tout en éclats, en termes d'émotion, c'est rare. Mais je crois que le moteur, c'est pas la recherche de la joie. C'est beaucoup lutter contre l'angoisse de si on fait rien, c'est pire en fait. Mais que parfois, et quand même régulièrement, ça te fait prendre des chemins de traverse que tu n'avais pas prévus, ça te fait partir à l'oblique. Moi, la grande surprise par rapport au tout début du projet, ça c'était un truc inanticipable, c'était comment ça allait modifier notre relation avec Yelena, puisqu'en fait on a décidé d'acheter un lieu ensemble qui soit une sorte de refuge aussi pour des espaces de repos, pour notre amitié et puis pour des espaces plus collectifs. Je me rappelle d'être sur une route pour aller visiter cette maison. Et je me rappelle de cette sensation de te tenir la main en allant visiter cet endroit et de me dire que là, il y avait un espace inattendu. C'est pas la révolution d'acheter une maison, loin de là. Ça pose plein de questions sur la propriété, sur les inégalités sociales, sur tout ça. Mais quand même, à notre endroit d'observation, le fait que ce soit si rare de pouvoir avoir des lieux hors du couple, justement, entre amis, alors qu'en fait, c'est quand même un sacré refuge contre les violences potentielles au sein des familles et des couples. Parce qu'en fait, les gens savent qu'il y a cet endroit et que cet endroit, personne ne va ni nous le prendre, ni y toucher, et que d'ailleurs, on peut s'y réfugier et que quand on s'y retrouve, on va parler de ce qui ne va pas. Ces soupapes-là font que le reste est beaucoup moins oppressant. Quand tu es là, c'est un moment où je pense qu'il peut rien m'arriver. Je me sens pas sur la défensive ici. Les espaces où tu te retrouves avec des féministes, juste le sentiment d'apaisement que ça procure de toujours avoir l'impression d'aller creuser plus loin les questions, parce que en fait, tu es sur des présupposés et des bases qui sont communes, qui se passent parfois de mots dans des développements intellectuels, mais aussi dans des blagues, dans des regards, dans des façons de percevoir les choses. Et en fait, cette connivence-là, je la trouve hyper précieuse, et je vois à quel point elle me manque quand elle n'existe pas.
de se comprendre, quoi. Il n'y a pas tout de suite la volonté d'opposition, de négation de ce que tu ressens, parce qu'en fait, nous, on sait tout ce qui fait que c'est comme ça. C'est quand même dans ces espaces où j'ai le moins l'impression de jouer un rôle, d'être le plus en accord avec qui je suis, mes valeurs, mes pensées, mes envies, mes élans, quoi. Et la joie féministe, c'est quand même de pouvoir percevoir à des moments ce que c'est d'être vraiment soi-même. Et même corporellement. Je pense aller se baigner à la rivière entre copines, être soit en t-shirt, soit topless, soit à poil, et juste en fait pouvoir faire ce qu'on veut de nos corps parce qu'on est ensemble et qu'on est juste joyeuse d'être ensemble, et pouvoir rire beaucoup, pouvoir danser, écouter de la musique et rire, ça c'est quand même des grandes joies militantes aussi. Donc ça fait Scusa, padrum. Encore une fois. Scusa, padrum. Waouh. On l'a fait une fois en entier avec couplet, refrain, couplet, refrain. Scusa. 3, 4. Scusa, sul padrum, salem patrigulem, ierai volti, ierai volti. Scusa, sul padrum, salem patrigulem, ierai volti, casaiemum come a fe. Sul padrum, dali belli bianchi, fuori baranchi, sul padrum, dali belli bianchi, fuori baranchi, che non manca. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour. Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange. Simone Veil, grève et joie pure. En fait, on est toutes prises en permanence dans tout un tas d'injonctions et de choses qu'on a à faire, liées notamment à notre travail, d'ailleurs, qu'il soit professionnel ou domestique. Et aussi, d'ailleurs, une charge mentale qui s'ajoute à ça. Cette organisation millimétrée pour gérer le professionnel et le domestique, articulé, et toutes les dimensions finalement de la vie quotidienne, ça pèse énormément, et la grève, c'est une interruption de ça. Ce que ça permet, c'est de déplacer le curseur, c'est-à-dire de ne plus être uniquement, justement, en gros, des pions qui devons faire ce qu'on est censé faire. Il y a cette idée de rompre avec cette routine et ces injonctions permanentes, en fait, au rendement. Et ce qui est très important là-dedans, c'est qu'on devient actrice de notre quotidien. On est actrice de façon collective. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions. Il peut y avoir des tensions dans un mouvement social, mais on ressent, en fait, cette force collective de, oui, on peut faire bouger les lignes. Ce qu'il y a de supplémentaire dans la dynamique de la grève féministe, c'est par rapport à la grève, le mouvement social, c'est l'aspect privé, l'aspect intime, l'aspect invisible, toute la dimension domestique complètement invisibilisée, gratuite, qui permet de faire fonctionner la société à moindre frais aujourd'hui. C'est ce livre de Véronica Gago, La puissance féministe, qui raconte très bien le processus de la grève féministe en Argentine et ce que ça produit en termes de puissance et aussi de joie dans la réflexion, dans le fait on essaye de produire une autre société dans la construction de la grève en réalité. Et je pense que la joie militante et la joie féministe, il y a aussi toute cette créativité en fait, qui est finalement le produit de cette suspension qui va conduire à avoir le temps de élaborer des chansons, choisir des corpus de chansons, de détourner des chansons, recréer des nouvelles paroles. Je pense notamment à cette grève avec plusieurs R qui avait été organisée, notamment il y en a une en 74. Grrr, ça va grincer, ça va grogner.
on va se réapproprier cette forme-là de la grève, mais en faisant une sorte de grève totale, y compris de grève du sexe, de grève de la vaisselle, de grève du sourire. Elles organisent une foire des femmes. Et donc, le mot foire, il est plutôt disqualifiant, normalement. Et elles vont aussi se le réapproprier pour dire ça peut être la foire, et tant pis si ça foire, etc. Et il y a l'idée de fête, quand même. Nous marchons sur le sol mouillé, nos pieds sont cassés. Nous marchons tout droit vers n'importe où et contre tout. Nous marchons. Cette question du temps réapproprié, d'un rythme quotidien transformé à travers des pratiques féministes, m'a évoqué le travail de la sociologue Geneviève Pruvot, qui s'intéresse aux alternatives écologiques et à la politisation du moindre geste. J'ai enregistré Geneviève Pruvot à plusieurs reprises autour des questions écoféministes. Cette fois-ci, elle a choisi de me parler de ce qui s'est passé pour elle. Il y a 20 ans, elle a contribué à créer l'association de lutte contre le harcèlement sexuel à l'université. Un petit groupe constitué de doctorantes précaires, de gestionnaires, de secrétaires, mais aussi de cadres, réussira à briser le silence et à ébranler l'institution. Pour moi, c'est une joie immense de voir ce féminisme-là s'exprimer dans ces lieux dans lesquels tout d'un coup du temps s'ouvre et des rencontres se font entre différents statuts, différentes expériences militantes, différents types de féminisme, autour d'une injustice partagée sur son lieu de travail. C'est ce que vivent parfois des gens dans un quartier. Effectivement, ils se mobilisent pour une cause dans un quartier et puis ils découvrent tous les gens du quartier. Le problème, c'est que les quartiers, ils peuvent être assez homogènes sur le plan social. Donc en fait, cette politique du proche sur les lieux de travail, c'est un des atouts majeurs de ce mouvement. C'était extraordinaire en fait quand le groupe qui s'en charge actuellement a organisé les 20 ans et a invité les anciennes et on s'était jamais vus parce qu'en fait, on n'avait même pas eu besoin en 20 ans de se rencontrer pour se comprendre. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ça fait partie, en fait, de la lutte contre le patriarcat, de sortir de figures qui capteraient, en quelque sorte, une cause, et puis, quand elles s'occupent plus de cette cause, en fait, le groupe se dissout. Et ça, c'est une joie féministe gigantesque, en fait, de se relayer, et ça fait comme une sorte de pieuvre avec des ventouses qui s'accrochent, qui dépassent en fait le groupe affinitaire ou amical. C'est très impressionnant en fait ce pouvoir souterrain. C'est pour ça que je m'y retrouve beaucoup avec l'écoféminisme. Il renvoie aussi à cette manière d'être un maillage où des personnes vont se reconnaître en fait comme visant la même injustice. Et donc, créer du lien à ce moment-là, et qui est un lien qui peut être éphémère, en fait, c'est la situation. Et donc là, on va se mettre à plusieurs pour dire, en fait, non. Et c'est aussi ça, en fait, une grosse partie du mouvement féministe. C'est un groupe qui se renouvelle de génération en génération et qui lâche pas, quoi. Le jour d'après, le front est haut, le menton droit et les droites en béton armé, celles de nos poings, pas des partis. Le jour d'après, ce que nous sommes ne souffre d'aucune assignation. Nous sommes page 404 ou 69, erreur.tpg, et nos enculades sont consenties et désirées où elles ne sont pas. Le jour d'après, nous sommes travailleurs, travailleuses, avec ou sans emploi. Le jour d'après, on sonne la fin de la récré, la fin des pestiférés, la fin des sans-papiers. Nos espaces seconde zone sont des carrés VIP. Le jour d'après, ce sont les sœurs, celles qui en ont assez, celles qui sont silenciées, celles qui torchent le cul de tes rues, de tes mômes, de tes vieux pour quelques euros de l'heure et zéro respect, celles qui recueillent les enfants jetés à la rue. À la rue, hors des familles bien normées, à la rue, hors des écoles, hors des boulots bien payés. Le jour d'après, c'est l'impossible retour de l'invisible, invisible comme l'épitaphe de nos vieilles, nos cocos, qui sont chez elles, seules, enfermées, apeurées, covidées. Régine, Félicienne, Amandine, Rosaline et toutes les autres. Le jour d'après, promis coco, on élargit le cercle et vous rentrez dans la danse. Le jour d'après, on écrit l'ordre du jour,
On dresse l'agenda et on bétonne nos droits. Le droit à la paresse, le droit à l'ivresse, le droit d'être spectatrice ou active, le droit d'être fatiguée, de tout envoyer chier, le droit de pleurer, le droit de s'énerver, le droit d'écrire, de filmer, de réécrire, de repleurer, de déchirer, le droit à la PMA, le droit de pisser et de cracher sur certaines tombes, le droit de déboulonner des statues, de compter et réveiller nos morts tandis que certains mangent les leurs, le droit de faire des doigts d'honneur ou plutôt de déshonneur à celles et ceux qui qualifient nos colères d'agression et nos agressions quotidiennes de bien pour la nation. On chie sur ta nation. C'est écrit. Indélébile. Et ni le White Spirit aka White Tears ne saurait y faire. Tu entends? Tu entends les borborigmes outrés de la clique bonne pensée? Tu le sens, le souffle? Tu le sens, le soufre? Le jour d'après, c'est Lesboland, une friche entière de Gwyn, de Minou, de Lélé, de Félé, d'utopiés et de solides alliés. Le jour d'après, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. On met le feu, on fait péter. Ça va saigner. Joëlle Sambi, que vous venez d'entendre, est poétesse belgo-congolaise, autrice et militante lesbienne. L'un de ses souvenirs de joie se loge dans un moment fort d'organisation. À la sortie du confinement, on a organisé la manif contre les violences policières et le racisme à Bruxelles. Donc il y a eu la mort de George Floyd et des manifestations organisées un petit peu partout dans le monde. Et nous, à Bruxelles, il y a eu ce jeune bruxellois, Adil, qui a été renversé par une voiture de police et qui est mort. Et on s'est retrouvés, les copines, enfin il y en a tellement, à travailler avec notamment des structures qui ne sont pas du tout des structures féministes ou queer, etc., qui, pour le coup, travaillent beaucoup dans les quartiers, dans les maisons de jeunes. Là, on se retrouvait vraiment à des années-lumière parfois du type de langage, de la manière de militer, etc. Et pour autant, on y est vraiment arrivé. Et c'était une manif contre les violences policières, contre le racisme. Mais il se trouve qu'à l'intérieur de nos communautés, on parle aussi de négrophobie, on parle de tensions qui peuvent exister entre les communautés d'Afrique centrale, d'Afrique noire et d'Afrique du Nord, du Maghreb, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement sur cette question de négrophobie, se pose la question, ok, de quoi est-ce qu'on va parler pendant cette manif? Quels sont les mots d'ordre? Qu'est-ce qu'on va dire? Et ça clash, parce qu'il n'y a pas que Adil, qui est d'origine marocaine, je crois, qui était décédé à ce moment-là, mais il y a plein d'autres personnes noires, pour le coup, qui ont été tuées par la police. Et donc, là, ça a créé conflit. À un moment donné, avec les copines, on s'est dit, en fait, on ne peut pas se permettre, entre nous, de se tirer dans les pattes. On se dit, ok, on s'assied et on en parle. Enfin, vraiment, on en parle. Et donc, on s'est retrouvés pendant des heures assis à parler. Et l'exploit, c'était aussi de travailler avec les militantes, les féministes néerlandophones. Et en Belgique, voilà, quand on connaît un petit peu les francophones, les néerlandophones, on s'est dit, ok, on se met ensemble. On a organisé cette manif en une semaine en essayant de trouver comment avancer, quoi. C'est quoi l'objectif, quoi. C'est quoi l'idée? Comment faire ensemble? Et donc, dépasser ces choses-là, ça a été vraiment énormément de travail. Et il y a eu plus de 7000 personnes sur les palais de justice à Bruxelles. Une marée humaine, des gens qui venaient de la rue Royale, de Louise, et c'était par flot. Et tous ces gens habillés en noir, avec les masques, des affiches. Enfin, c'est une sensation assez folle. Et ça, c'était vraiment une immense fierté parce que c'était pas gagné. Je me suis retrouvée ce jour-là à parler devant cette foule immense et à dire non à la transphobie, non à l'homophobie, et à avoir cette foule de jeunes, de moins jeunes, qui disaient la même chose, qui disaient non au racisme, non aux violences policières, non à la transphobie, non à l'homophobie, voilà. Et pour moi, c'est une petite victoire, mais une immense source de joie. Quel que soit le type de changement systémique que nous cherchons, cela implique que nous travaillons ensemble pour y parvenir.
Et nous avons besoin d'avoir des relations suffisamment fortes pour tenir ensemble lorsque nous faisons face à des choses aussi puissantes que l'État, le complexe médical industriel, le système carcéral, la binarité de genre, l'Église, le système d'immigration, la machine de guerre, le capitalisme global. Parce que nous allons merder. Je suis sûre de ça. On ne peut pas avoir d'un côté une analyse super fine de la façon dont les systèmes d'oppression et de violence nous traversent et, de l'autre côté, attendre des personnes qu'elles agissent comme si elles ne vivaient pas dans ce monde-là. Bien sûr qu'à certains moments, on va dire et faire des trucs oppressifs. Bien sûr qu'on va se blesser les uns les unes les autres. Bien sûr que nous allons être violents et violentes, participer à la violence ou l'accepter comme si elle était normale. On doit se relever les manches et commencer le travail difficile qui consiste à apprendre comment travailler dans le conflit, la douleur et la blessure. Comme si nos vies en dépendaient. Parce que c'est le cas. Mia Mingus, citée par Carla Bergman et Nick Montgomery dans Joie militante. Il y a une dizaine d'années, aux côtés d'autres militantes, Fania Noël a participé à l'émergence du mouvement afroféministe en France. Aujourd'hui sociologue, elle vit à New York et poursuit son travail à l'intersection de la sociologie politique, de la sociologie de la race et des études critiques des médias. Pour elle, observer ce que produit le fait d'être ensemble, de se mettre ensemble, participe à la joie militante et afroféministe. Ce n'est pas forcément une victoire politique en tant que telle, c'est-à-dire que l'ennemi a reculé, mais une victoire politique en termes d'organisation, de voir l'aboutissement de la possibilité de se mettre ensemble, de faire quelque chose ensemble et de faire advenir une conscience collective qui est une première étape. Bien sûr, les moments d'effervescence, de joie, il y a plein de gens, c'est important, mais c'est pas ça qui constitue vraiment la résolution d'un changement de rapport de force. C'est tous les petits moments routiniers. Pour organiser une manifestation, ça demande une dizaine de réunions de 2 heures avec des points qui n'en finissent pas, des conversations qui n'en finissent pas. Ça demande de distribuer des tracts, ça demande de réserver un bus, ça demande de savoir qui est-ce qui apporte le microphone, où est-ce que les microphones, où est-ce qu'on va faire des banderoles, comment on fait pour trouver 100 signatures, comment on fait pour que les gens signent 100 signatures, écrire un texte à 4 mains avec 1 milliard de révisions. C'est des années, il y a des organisations qui organisent des manifestations chaque année au même endroit, et il y a des années, il y a 80 personnes, et après, il y a un moment, c'est dans l'actualité, et bim, il y a 10 000 personnes. C'est mon côté matérialiste. Il faut qu'il y ait le rapport de force se construit et se gagne dans l'antagonisme. Il ne peut pas se construire par la performance de sentiments individuels. Et si on va sur cette ligne de pente glissante, on va dans le même sens du néolibéralisme et de l'individualisation, où on peut dire que des gens, ils peuvent être dans aucune organisation, aucun projet collectif, aucun même le début de la moitié d'un syndicat ou d'un comité local, et dire moi je fais de la joie et ma joie elle est politique parce que je suis joyeux individuellement, parce que j'ai une identité marginalisée. Je ne suis pas sûre que quelqu'un qui soit noir, femme et qui croit au capitalisme, on a la même définition de ce qu'est-ce que c'est être heureux, etc. Donc on ne peut pas baser ça en disant la joie des femmes noires est révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La joie de qui? De qui? De quel individu? Et pour reprendre le slogan des personnes qui disent bien à juste titre qu'il faut rêver plus grand qu'une présidente noire, je rêve beaucoup plus grand que juste avoir gagné un rapport de force. Les endroits où j'ai eu de la joie, c'est quand ensemble, on était à la Barbade avec le forum des féminismes noirs, où il y avait des féminismes noirs d'une centaine de pays, et il y avait une fête bien un soir, c'était bien, mais cette joie-là, elle nous rappelle que c'est pas notre vie, qu'on est là parce que on a des camarades qui sont emprisonnés dans certains pays. Juste après, on a une des participantes qui a été arrêtée en Tunisie. Et donc c'est ça, et c'est pour ça qu'on est militante. Donc qu'il y a des gens qui militent les grèves des personnes sans papier, les femmes de ménage, c'est pour obtenir quelque chose. L'idée de prendre le pouvoir, c'est de gagner un antagonisme, c'est de gagner un rapport de force. En attendant qu'on ne peut pas renverser, on le pousse
pousse le rapport de force sur des questions. C'est une satisfaction de dire on arrive à tenir la ligne et il y a des moments de joie dedans, il y a des moments qui sont pas joyeux, il y a des moments de désespoir, mais parce qu'on est ensemble, on arrive à tenir la ligne. Je saigne si fort, je ne meurs pas. Je brûle des siècles, je ne meurs pas. La nuit est profonde, je ne meurs pas. Debout dans le cercle, je ne meurs pas. Feulant de plaisir, je ne meurs pas. Soleil insolent, je ne meurs pas. Lorsque j'ai rappelé Mélanie, qui m'avait raconté son histoire de femme gilet jaune racisée, elle a tout de suite accepté de me parler de joie. Pourtant, depuis notre rencontre, elle a traversé de nombreuses épreuves. Elle vit toujours dans les quartiers nord d'Amiens, fragilisée par les conséquences d'un coup de matraque à la nuque porté par un policier. Cela s'est passé en 2019, lors d'une manifestation des Gilets jaunes autorisée. C'était la veille du grand débat, après la récolte des cahiers de doléances. Mélanie les avait remplis avec ses camarades, demandant le retour de l'ISF et la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. C'était vraiment pour moi la première manifestation Gilets jaunes sur Paris, comme ça, vivante, joyeuse, beaucoup de sonos, et il y avait beaucoup de chants, il y avait beaucoup de stickers. J'ai plein de souvenirs de grosses chansons sous des tunnels, où on est tous ensemble, on chante, ça résonne, c'est fort, on a la cage thoracique qui vibre, et c'est un moment de communion avec tout le monde. On sentait un truc vraiment très très fort. Et on arrive sur un boulevard, et là, c'est pas mes souvenirs qui parlent, c'est la vidéo. On voit un CRS courir tout seul et m'asséner un coup de matraque en haut des cervicales. Il m'a tapé, il m'a cassé 2 cervicales, qui fait que j'ai les 2 noyaux qui ont été éclatés. Et donc, voilà, je suis au sol, et là, il y a la compagnie de CRS qui passe au-dessus de moi. Dieu merci, sur le mouvement Gilets jaunes, il y a ce qu'on appelle les médics. Avec mon mari, il me soulève. Ils me mettent à l'abri en dessous d'une statue qui s'appelle la femme du calvaire. Il y a plein de petits trucs comme ça dans cette histoire qui sont assez particulières. Ça a été un procès hyper compliqué, hyper douloureux. Ça n'a pas été évident de se dire qu'il allait sans doute avoir la justice de son côté, mais je ne pensais pas autant. Ça a été compliqué derrière, quoi. Il a fallu se relever, ça a été super violent. Mais en tout cas, j'ai des très très bons camarades. Et donc, j'étais entourée de beaucoup d'amour, de beaucoup de compréhension. C'est des gestes, c'est des regards. C'est-à-dire que quand je suis au tribunal et que l'avocat d'en face dit une dinguerie, je peux me retourner, je peux les regarder, puis ils me font des signes de la tête en me disant « T'inquiète pas, ça va, tu gères ». T'es là, c'est le fait d'avoir des personnes qui sont là et qui comprennent que t'es pas tactile et que justement il faut pas te toucher, mais qu'il faut quand même t'entourer. C'est des gens qui te demandent comment toi tu vas. C'est des gens qui sont en capacité de te monter des cagnottes parce que tu n'as plus de revenus et que du coup tu commences à être surendetté et qu'en fait ils déplacent des montagnes pour pas que tu sois surendetté. C'est tout ça. Et là j'en chiale, mais en vrai c'est de la joie parce que après on va boire un verre, aussi parce qu'on crée des soirées. C'est aussi la sororité parce que c'est principalement des femmes, quoi. Ce sont des sœurs, ce sont des mères qui luttent pour leurs fils, leurs frères, contre les violences policières, mais aussi dans les Gilets jaunes. C'était beaucoup des femmes qui étaient derrière, en petites mains, qui ne prenaient pas forcément la parole, mais du coup, elles écoutent, chose que beaucoup d'hommes ont du mal à faire. Ils sont ramenés tout à eux, et elles me croient. C'est-à-dire que moi, j'ai des traumas de mon adolescence, de mon enfance, liés par exemple à un dentiste qui m'a touchée sexuellement quand j'étais jeune. J'en avais parlé à personne et qu'à un moment donné, j'ai réussi. Et du coup, là arrive mon féminisme aussi. Puis je rencontre des féministes racisés. Du coup, je comprends pourquoi, lors de ma garde à vue, j'ai eu un traitement particulier comparé à ma camarade qui est en garde à vue avec moi, mais qui est une blanche.
Elle a eu le droit de boire des cafés, elle a eu le droit à la cigarette, elle a eu le droit de sortir, faire un tour dehors. Quand je toque pour aller aux toilettes, c'est à l'autre qu'on ouvre. Je comprends qu'est-ce qui s'est joué aussi par moments sur des réunions gilets jaunes où on me coupait la parole. Tant que je gardais la place de la petite main derrière qui anime les réunions et qui fait les comptes rendus, tout allait très bien. C'est au moment de l'agression où en fait je répondais à des interviews et c'est là où il y a eu des frictions, où je prenais peut-être un peu trop de place à la vue de certains. Et en fait, si j'avais été un homme blanc, on m'aurait plus écouté. Ça m'a fait comprendre que c'était pas moi. C'est pas moi le problème. C'est leur construction qui est un problème. Quand tu as compris que en fait la personne, elle t'a bloqué, mais pas parce que c'est toi, mais juste parce que tu es une femme, la joie, elle se trouve partout. Une fois que les gilets jaunes ont été finis, moi, j'étais hors de question que je rentre chez moi et que j'arrête de militer. Je m'arrêterai jamais. Mais la question, c'était comment faire sans trop souffrir. On avait pour habitude, avec le collectif des mutilés, de faire une marche par an. Alors que c'est très douloureux par moments parce que écouter les histoires et les parcours de vie suite à une mutilation, ils sont durs. Mais en même temps, on est content d'être ensemble parce qu'on se comprend. À aucun moment, t'en as un qui va dire « ouais, mais t'exagères ». C'est des moments joyeux, c'est des moments où on est léger parce qu'on est entre nous et que, par exemple, mes camarades qui ont un œil en moins, ils se sentent pas jugés parce qu'ils ont un cache-œil ou parce qu'ils ont un œil de verre. Ou les camarades à qui il manque une main, c'est pareil, ils se sentent pas observés. Je vais à des manifs féministes, je vais à des conférences féministes, queer aussi, trop bien, et je m'épanouis. C'est-à-dire que là, j'ai personne qui me fait comprendre que je suis une grosse merde. On m'écoute. Quand je fais la prise de parole sur la marche féministe Saint-Denis, je parle du mouvement Gilets jaunes en disant que nous, les femmes du mouvement Gilets jaunes, on va être oubliées, comme les communardes, comme les résistantes, voilà, on va être oubliées. Mais les femmes racisées du mouvement Gilets jaunes, on va être encore plus oubliées. Et là, j'ai devant moi des gens qui me disent « Ah ouais, t'as trop raison, en fait. » Et du coup, on va t'aider à ce qu'on n'oublie pas les femmes racisées du mouvement Gilets jaunes. Et donc, il y avait un squat qui s'appelait La Baudrière à Paris et qui ont fait, du coup, toute une exposition et tout un travail sur les femmes racisées Gilets jaunes. C'est un endroit où je me suis sentie en sécurité. Il faut savoir que moi, j'ai un sentiment d'insécurité depuis l'agression et surtout depuis la garde à vue qui est énorme, où j'ai peur de me faire arrêter et j'ai peur des bonhommes aussi. J'ai peur de ce qu'ils peuvent me faire. Alors que dans le milieu féministe, j'ai pas ce problème-là, quoi. J'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie de faire attention à comment je me tiens, à comment je parle. Je suis moi, pour de vrai. Avant les Gilets jaunes, Mélanie était travailleuse sociale. Aujourd'hui, elle ne peut se résoudre à appliquer des mesures gouvernementales concernant les allocations qu'elle estime dangereuses pour les plus précaires. Après plusieurs années en arrêt maladie, elle a pu retrouver du travail. Mettant en avant ses années de militantisme, elle a réussi à décrocher un poste de collaboratrice auprès des élus d'opposition de gauche à la mairie d'Amiens. Il paraît que nous sommes fortes. Il paraît que nous sommes le vent, le soleil, l'orage et la pluie. Paraît que nous sommes l'écume et les vagues, le fond des mers, le soleil, la lune et toutes les galaxies. Il paraît que nous sommes le ciel immense. Il paraît qu'il nous voit quand il lève les yeux au ciel en signe d'agacement. Nous sommes le béton qui heurte ton iris quand il détourne le regard. Le malaise qui assaille quand il bombe le torse patriarche. Et même s'ils disent que nous ne sommes rien, même s'il paraît que nos fiertés ne sont rien, alors tant qu'à tendre vers le rien, allons-y. Allons-y à grands coups de tout à renfort de nous, dans les dédales des noms des nôtres, des noms de toutes celles qui, comme toi, comme moi, écrivent, transmettent, inscrivent dans le dur, dans le marbre, les jours qui s'égrènent. Nous serons les cauchemars et le rêve, à contre-vent, à contre-temps, tout le temps. Nous serons victorieuses, nous serons les degrés qui grimpent jusqu'à calciner sec. Nous serons les feux brûlants de l'enfer,
la folie qui crépite dans les flammes, les décibels dans l'orage de nos chants. Nous serons l'éclair, nous serons fugaces et persistantes, nous serons les larmes qui sèchent le sel qui demeure et qui brûle. Et nous, c'est une constellation d'écrivantes, poétasses de feu. On réécrit l'alphabet, de A à Z, de Z à A, comme Zora. Je ne pouvais pas entreprendre cet épisode sans retrouver Kiémis, poétesse et essayiste afroféministe. Lorsque je l'ai rencontrée, elle écrivait des poèmes empreints de colère puissante qu'elle avait lus pour l'épisode Femmes noires et flamboyantes. Depuis, elle a publié un recueil de poésie, un essai consacré aux normes de beauté et un roman autour de l'histoire de sa grand-mère. Ces 2 dernières années, elle a aussi animé une émission de conversation qui s'appelait Rends la joie sur Mediapart. Elle y donne la parole à des artistes pour évoquer la place de la joie dans leurs œuvres et leurs combats. Je finissais un cycle assez long sur la question de la colère. J'avais vraiment travaillé, je l'avais ressenti dans mon corps. Elle avait débordé dans tous mes écrits et je crois que j'arrivais plus vraiment à trouver la partie motrice et créatrice de la colère. Et je pense que aussi le tournant de la trentaine, la vie, m'a fait réaliser qu'en fait la colère c'est magnifique comme outil, mais ça a aussi des coups émotionnels, ça a un coup psychique, ça nous abîme aussi. Puisque c'est l'observation de l'injustice qui rend fou. Voir en fait que ces injustices, elles nous enlèvent toujours des bouts d'humanité. Moi j'ai parlé de moi parce que je suis une femme noire grosse, mais c'est quelque chose que j'observe dans d'autres catégories de population. On n'est pas vu comme des êtres humains, on n'est pas vu comme des êtres vivants, on n'est pas vu comme des êtres qui ressentent. On n'a pas le droit d'aimer, on n'a pas le droit d'aimer qui on est, on n'a pas le droit de revendiquer qui on est, qui on aime quand on est une personne LGBT. Voilà, on n'a pas le droit d'être considéré quand on est une personne pauvre. On ne mérite pas d'avoir des salaires convenables, je sais pas, des lieux d'habitation convenables. Et le fait de nous empêcher de rendre ça possible et d'essayer de créer des mythologies pour justifier le fait que non, on va continuer à vivre dans un monde hiérarchique où certains ont tout et la plupart des autres personnes n'ont rien, c'est même pas comme si on était dans des sociétés qui manquaient. C'est littéralement une souffrance qui n'est pas inévitable. Ça me rend dingue, c'est incompréhensible pour moi, j'avoue. Et cette colère pure, j'ai pas envie de la dénigrer, mais se rappeler ça, c'est aussi se rappeler de sa souffrance. Être face à sa propre impuissance aussi. Et ça, c'est très douloureux. La colère, c'est un moyen de te soulever, mais parfois, ça suffit pas. Parfois, la colère, elle te consume juste. J'en avais marre de l'anxiété, j'en avais marre de la dépression, j'en avais marre de l'immobilisme. J'avais besoin de me rattacher à la joie. Faut aller la chercher. La joie, elle va pas du tout de soi. Dans un monde qui est hiérarchisé, la joie devient un privilège. Les personnes qui sont victimes de systèmes d'oppression, quelles qu'elles soient, ne sont pas censées être joyeuses. C'est d'ailleurs le but. Et les expressions de joie de personnes qui ne sont pas vues comme étant des élites sont mal vues, et considérées comme vulgaires, déconsidérées. Et moi, je considère que la joie, c'est un droit élémentaire, en fait. C'était important pour moi de me dire qu'en fait, elle était possible, qu'elle allait revenir, qu'elle était au coin de la rue, que hop, elle était là. Et puis même, mon autre question aussi, c'était la question de la guérison. Comment on guérit? Est-ce qu'on guérit? Comment on se soigne? Cette question de la réparation. C'est un monde qui nous dissocie beaucoup, qui nous fragmente, qui nous brise. Et la joie m'est apparue comme un moyen de réparation. Je pense que ce qui me permet d'avancer, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est par étapes. Le retour au corps, le retour au mouvement, par beaucoup la musique. Aussi à la connexion, parce que la musique, je peux l'écouter seule, mais les plus belles joies, c'est quand même les joies en connexion. J'ai beaucoup dansé en famille. J'ai vu ma mère danser, ma grand-mère danser, mon père danser. C'est quelque chose, il y a de l'ordre de la communion. Quand je suis portée par une vague qui est plus grande, je me sens en capacité d'expansion. Je me sens rattachée à moi-même, je me sens ancrée, je me sens vivante. D'avoir rencontré l'afroféminisme,
d'avoir rencontré des idéologies qui, justement, m'ont rappelé ma valeur, nous ont rappelé nos valeurs, parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Quand on parle des violences qui sont faites aux femmes, des violences qui sont faites aux femmes noires, etc., le postulat de base, c'est de dire ce n'est pas normal parce qu'en fait, vous valez quelque chose, en fait. Vous n'êtes pas rien. Nos vies sont magnifiques. Cette joie afroféministe, c'est cet émerveillement face à nos vies, nos langues, nos histoires, nos capacités de création, nos capacités de récit, nos capacités de survie. Et encore une fois, la joie, c'est pas une réponse à tout, c'est un outil, c'est un geste, c'est un mouvement, c'est transitoire. Je me rends compte déjà que la joie, c'est pas facile. Parce que quand j'ai interrogé les personnes, j'ai eu plusieurs fois cette remarque, « Ah, mais tu vois, je me suis jamais posé la question. Je sais pas à quoi ça ressemble. » Donc la joie, déjà, c'est joie afroféministe, on est en plein tâtonnement. Je pense que le fait que les gens ont du mal à réfléchir à ce qui les met en joie, ce qui les rend heureux, est lié au fait qu'on n'arrive pas à penser d'autre monde. Je souhaite utiliser l'outil qu'est la joie pour réfléchir à comment on construit des sociétés qui nous plairaient plus. Qu'est-ce qui fait que je me sente en joie, parfois? Le fait de bien manger, le fait de voir des gens, le fait d'être en communauté, de construire des communautés, mais même le processus de penser à ça, je suis convaincue qu'il nous met en joie. Je suis convaincue qu'il nous fait déborder d'enthousiasme et d'envie et de rêve et de désir. Imaginer des mondes, j'adore ça. Ça permet de ne pas garder, sinon c'est trop sombre à l'intérieur. Et puis, tu montes sur scène, et puis tu dis ton texte, et puis tu vois les larmes dans les yeux. Tu sais que les mots y passent. Ce qui sourde, en fait, dans les mots, ce qui est dit entre les lignes. La poésie, elle va aller se loger au rythme du cœur. Je ne crois pas que ça fasse complètement réparation, mais je crois que c'est le début de quelque chose qui s'y apparente, quoi. C'est comme un perce-neige. C'est une couche de neige, et ben t'as quand même cette fleur qui arrive à pousser comme ça. Ça laisse présager du bon, quoi. Ça veut dire que on va pouvoir rebondir. Je vais toucher le fond, mais les autres seront là, quoi. Elles vont tirer vers le haut. Ça va être douloureux, difficile, mais on fera corps ensemble, quoi. Comment on avance sinon, autrement? Et juste de me dire que ce sont de petites graines qui vont grandir, qui vont devenir des oliviers. Et on sait combien de temps ça dure, les oliviers. Et ben ça, c'est une source de joie, quoi. Souvent je me suis retournée, souvent je me suis ravisée, souvent je me suis laissée faire par celle qui je pouvais plaire. Sur le bout de mes doigts, je n'ose pas dire les battements du cœur. Et je sens le rythme au loin des flux cadences mécaniques du corps. Du corps. Au fil de cet épisode, vous avez entendu les chorales Flying Mint et Nos lèvres révoltées. Un immense merci pour leur joie partagée. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard. Accompagnement éditorial, Sarah Bénichou. Lecture, Joël Sambi et Estelle Clément-Béalem. Illustration, Anna Vanda Gogussé. Merci à Yoram Krakowski, à Sarah Bénichou, Carla Bergman, Camille et Tal. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Laissez-moi m'explorer, mettre mon cœur à nu, me plonger dans la rivière sans maillot et nageant
écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à Soi. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez prolonger l'écoute avec Un Livre à Soi. On m'a demandé de vous recommander ici ce qui m'a touchée sur Arte Radio. Je vous invite à écouter Comment finir une guerre de Myriam Prévost, qui raconte la fin du conflit armé au Pays Basque du point de vue des militants et militantes. Vive la radio, vive le podcast, vive la révolution féministe.